Bien, bonjour. Avant la présentation de Philippe Broucky qui va concerner le présent et l'avenir, une présentation qui concerne le passé, mais pour fonder le présent et l'avenir. Et donc nous fêtons depuis quelques jours le premier patient documenté Covid-19 à l'IHU. C'est une diapositive de Philippe Colson qui retrace vous voyez, fin janvier la mise en place de tests maison pour affronter ce qu'il va être une épidémie massive. Et donc cette première personne a été documentée dans notre IHU le 27 février. Il s'agissait d'une jeune femme. Les prélèvements venaient de Nice. Et cette première personne a été la première d'une série que vous connaissez tous, de plus de 3700 personnes. Et lorsque l'on regarde dans cette série de 3700 personnes le portage nasopharyngé du virus SARS-CoV vu par la RT-PCR, on obtient ce type d'histogramme que j'ai séparé en trois parties. Et les personnes que j'ai appelées les short viral spreaders, donc qui sont des personnes dont les PCR se négativent au plus tard à 10 jours après la première PCR. Une catégorie intermédiaire de personnes qui se négativent entre 10 et 17 jours après la première PCR, et puis des personnes de portage persistant, de shading persistant, au-delà de 17 jours, pour lesquels je vais vous présenter en quelques diapositives leurs caractéristiques. Donc voici le résumé sur la série. Donc vous voyez que la grande majorité des personnes, à travers les tests PCR, encore une fois RT-PCR que l'on fait, à un portage nasopharyngé de en gros 5 jours, une catégorie intermédiaire une quinzaine de jours, et puis au-delà de 17 jours de portage, une médiane de 23 jours de portage pour les persistants. Ces persistants, ils sont là, on en a repéré exactement 34 parmi les 3700, c'est-à-dire que dans cette série de mars-avril 2020, moins de 1% des personnes documentées présentaient un portage nasopharyngé supérieur à 17 jours. Travail qui est en train de se terminer, mais pour l'instant on dispose de 21 séquences génomiques, et donc chez ces 34 personnes, aussi la répartition des génomes que Philippe Colson a réanalysé, avec une substitution dans le gène qui code pour l'iSpike, qui est une substitution commune à l'ensemble des variants qui circulaient en mars-avril 2020. Encore une fois, ce sont des données de l'an dernier. Et cette répartition parmi ces 34 patients excréteurs longs n'est pas différente de ce qui est retrouvé dans la totalité de la population des 3700 personnes de ce premier épisode. Donc il n'y a pas de façon évidente pour l'instant de caractéristiques génotypiques particulièrement associées au fait d'être un porteur long. Bernard Lascola a cultivé un certain nombre de prélèvements de ces personnes, et donc ces prélèvements, lorsqu'ils sont cultivés, sont positifs en culture, c'est-à-dire que la RT-PCR, on le savait déjà à travers les CT, mais peut traduire non seulement la persistance de l'ARN viral, mais bien la persistance du virus vivant, et donc des personnes qui sont probablement des personnes contagieuses pour leur entourage, avec un délai prolongé. Par contre, la codétection que l'on a réalisée pour pratiquement tous les patients n'a pas retrouvé de virus, en tous les cas respiratoires, ni d'ailleurs de bactéries respiratoires en copathogène chez ces personnes. Donc des personnes qui, je dirais, sur le plan virologique ou de copathogène, n'ont rien de bien particulier. Leur âge, donc vous le verrez, si l'on regarde les personnes de plus de 65 ans, la proportion de personnes de plus de 65 ans porteurs longs est supérieure à celle de la population générale, mais en réalité, moi ce qui me frappe, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, par contre, il y a un écart type extrêmement important, puisque une personne de 21 ans se retrouve parmi ces excréteurs longs. Donc toujours pareil, c'est bien de regarder la médiane ou la moyenne, mais ce qui m'intéresse encore plus finalement, c'est l'écart type. Et vous voyez qu'on retrouve ces personnes dans un petit peu toutes les catégories d'âge. Encore une fois, la proportion de personnes de plus de 65 ans est supérieure à ce que l'on retrouve chez les excréteurs courts.
Alors ces personnes, donc, qui, ceci étant, sont pour la moitié d'entre elles un peu âgées, ont un cortège qui va avec, et bien connu maintenant, de comorbidités et de marqueurs biologiques que l'on a retrouvés de façon générale dans la série. Et si l'on les compare avec les excréteurs courts, vous voyez qu'on a des taux de lymphocytes à l'entrée un petit peu plus bas que les excréteurs courts, des taux d'éosinophiles, donc y compris des éosinopénies un petit peu plus fréquentes que chez les excréteurs courts, un taux de dimère un petit peu plus élevé que chez les excréteurs courts et une inflammation un petit peu plus importante que chez les excréteurs courts. Donc des marqueurs, un peu de sévérité que l'on a bien repéré maintenant depuis un an. Et lorsque l'on mélange tout ça et que l'on essaie d'en tirer quelque chose, bien effectivement, comparé aux excréteurs courts, ce sont des personnes qui, en gros, sont plus sévères, singulièrement pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce qui est plus intéressant et qui commence à se voir malgré l'absence de légende sur cette diapositive, c'est le traitement. Donc il faut bien rappeler que toute cette série des 3700, et y compris ces 34 personnes, mars-avril 2020, on est dans une prise en charge thérapeutique assez standardisée à l'IHU Méditerranée Infection et qui comporte notamment, parmi d'autres choses, mais notamment une association thérapeutique d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Alors les personnes qui sont marquées bleues sur ce schéma sont des personnes qui ont bénéficié de cette prise en charge, et les personnes qui sont d'une autre couleur sont des personnes qui n'ont pas bénéficié de cette prise en charge. Et vous voyez que cette persistance-là, au-delà de 17 jours, reste quand même raisonnable, puisque la personne qui a une excrétion la plus longue est de 54 jours très exactement. Et donc si l'on reprend tout ça, et bien encore une fois, comparé aux personnes d'excrétion courte, moins de 10 jours d'excrétion, elles sont 2800 dans la grande série de 3700, et bien ces personnes persistantes, au-delà de 17 jours, encore une fois, ont un âge supérieur à 65 ans qui est plus important, un score News qui est également plus important, un score de Charleston qu'a remesuré Jean-Christophe Lagier, qui de façon avec une valeur supérieure à 5 qui est significativement différente de cette population-là, et donc le score de Charleston est un score qui est associé à une probabilité de décès supérieure ou égale à 5, la probabilité de décès est de 85%. Et encore une fois, ça c'est très intéressant, il y a en réalité 8 personnes sur 34 persistants qui n'ont pas bénéficié du traitement hydroxychloroquine plus azithromycine de plus de 3 jours, supérieur ou égal à 3 jours. À vrai dire, une personne parmi ces 34 n'a pas bénéficié du tout d'hydroxychloroquine azithromycine. C'est une personne qui a refusé, d'après le dossier médical que j'ai consulté, qui a refusé ce traitement. Les 7 autres personnes sont des personnes qui ont bénéficié soit d'hydroxychloroquine, soit d'azithromycine, mais pas de la combinaison pendant au moins 3 jours. Donc il ressort, si vous voulez, de façon globale, lorsque l'on compare à la littérature qu'a bien revu Philippe Colson, ce qui ressort finalement par rapport à la littérature, c'est 2 choses. C'est que globalement, encore une fois, dans un contexte global de prescription d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, eh bien, nous avons eu en réalité des long shaders qui ont été moins fréquents que ce qui est rapporté dans la littérature. C'est un événement relativement rare. Deuxièmement, des durées de portage qui restent plus courtes que dans la littérature. Encore une fois, le record dans cette série, c'est de 54 jours très exactement. Vous voyez qu'on a des portages qui sont beaucoup plus longs dans la littérature, 156 jours par exemple. Donc un portage prolongé mais plus court que ce qui est rapporté dans la littérature. Et dans la série en général et ensuite parmi les 34 personnes en particulier, un probable impact du traitement hydroxychloroquine azithromycine qui va probablement dans le sens d'une réduction de ce portage prolongé tant en fréquence qu'en durée lorsque l'on compare, vous voyez, aux données de la littérature, et ça sont des données qui sont associées à d'autres traitements que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Le célèbre Remdesivir a été, des patients traités par Remdesivir peuvent nonobstant
présenter des portages beaucoup plus longs que ce que l'on a observé, nous, dans la série. Et puis pour faire la transition avec la présentation de Philippe, y compris des personnes qui ont bénéficié de formes d'immunothérapie en quelque sorte, qui sont soit l'administration de plasma de convalescents, soit des anticorps monoclonaux dont Philippe va nous parler à l'instant. Donc conclusion, un événement relativement rare, encore une fois on est en mars-avril 2020, il faut bien entendu que l'on continue à surveiller ce phénomène à partir de l'été 2020 et le corréler éventuellement aux nouveaux variants qui sont apparus à l'été 2020, mais au printemps 2020, un événement de portage prolongé qui est rare, un portage prolongé qui ne va pas au-delà de 54 jours, et un portage prolongé dans ces conditions-là qui est probablement associé à la prescription d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Voilà. En train de terminer d'écrire ça avec un certain nombre d'entre vous dans l'amphithéâtre pour le mettre rapidement sur notre site et ensuite le soumettre pour publication. J'en reste là.